présent, le décryptage de quelques faits marquants de l'actualité nationale au Bénin. Et c'est avec, bien évidemment, notre consultant politique à Télé Agapit, Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, ça me fait plaisir parce que vous êtes expert électoral également. J'ai quelques questions, quelques zones d'ombre par rapport à un certain nombre de sujets qui relèvent bien évidemment de l'actualité au Bénin. L'actualité, c'est bien les communales et municipales qui se sont eues hier et nous avons commencé par l'évoquer à travers donc la nuit électorale. 3 partis politiques se dégagent en ce qui concerne au regard donc des performances. 2 sont à la traîne, on pourrait le dire, le PRD et l'UDBN. Est-ce que ça a évolué entre-temps, Agapit Napoléon Maforican? D'abord, vous devez commencer par dire, selon les estimations faites par sur le terrain, par les équipes de télé, groupe de presse le matinal. Tout à fait, vous avez bien raison. De préciser la source. Donc, voilà, effectivement, les équipes dégagées sur le terrain ont pu, dans le cadre des travaux et des correspondants que nous avons ça et là, permettre effectivement de dire qu'au terme du scrutin, 24 heures après, les données que nous évoquions tôt ce matin à 1h, 2h n'ont pas évolué. Autre mesure, nous pouvons dire effectivement, sans se tromper, en attendant la Cour constitutionnelle, en attendant la Sénat pour les détails, hein, on peut le dire, on peut l'affirmer, que l'Union progressiste et le bloc républicain s'en sortent bien évidemment avec des scores au-delà des 10% national et des suffrages exprimés attendus pour être éligibles au siège dans les circonscriptions électorales ici, qui sont les arrondissements. Donc, ces 2 partis, Union progressiste et Bloc électoral, sous réserve donc de la délibération de la Sénat, on peut dire, ont pu tirer leur épingle du jeu. Ça paraît normal, c'est les partis leaders aujourd'hui, puisque c'est les partis de la majorité présidentielle qui regroupent chacun un certain nombre de partis, plus de 100 partis pour certains, près de 100 pour d'autres. Donc, c'est un regroupement de partis autrefois constitués qui a opéré sa métamorphose, ils ont opéré leur métamorphose au regard de nouveaux codes partis, de nouveaux cadres. Cadre légal du système partisan du code électoral, et se sont regroupés juste pour soutenir le chef de l'État. Mais sur le terrain, ils n'ont pas fait que... Ils étaient loin d'être des partis ou des partis amis, comme beaucoup le pensaient. Il y a des cas, il y a des situations qu'on peut évoquer. Donc, ces partis, BU, Bloc républicain, Union progressiste, sont nettement à l'avance, en tout cas en termes de 10%. En tout cas, la surprise est également là. Non, je pense qu'il faudrait qu'on dise, donc, il y a ces 2 partis. Oui. Il y a ces 2 partis. Et puis, il y a 2 partis qui sont à la traîne, effectivement, et qui ne peuvent pas, ne peuvent en aucun cas aujourd'hui, au regard des scores du terrain, ne peuvent pas atteindre les 10%. Ça, là également, c'est pas de la magie, c'est les données que nous avons, sauf, évidemment, le bémol, c'est d'autres chiffres officiels, parce que nous n'avons pas peut-être... La prétention de... Mais voilà. Sur de collectes faites au niveau des centres de vote, et du travail minutieux que nos équipes ont pu faire, on peut affirmer, effectivement, que les collectes réalisées par le quotidien, le groupe de presse, le matinal, la télévision privée, télé, avec le groupe de presse, le matinal, aussi Ferme et autres. Donc ce travail fait nous permet de dire également que l'UDBN et le PRD n'auront pas les 10% au niveau national. Ça, nous pouvons l'affirmer également, sans risque de nous tromper, en attendant que la Sénat confirme, puisque la Sénat ne peut pas avoir des chiffres différents des chiffres que nous avons. Ça peut avoir de petites marges. Et c'est justement à cause de ces petites marges, et surtout des précisions, que nous ne nous avançons pas trop sur le cas FCBE. Le FCBE, c'est le 3e. C'est le 3e au niveau des... Si on classe des partis selon les performances. Selon les suffrages exprimés, et dont nous avons les éléments. On a quand même des éléments au-delà de 80%. Nous pouvons dire également que le FCBE se positionne comme la 3e force politique, parti d'opposition, et sont en mesure
de dépasser les 10%. Mais là, il faut attendre vraiment les chiffres parce que puisque le score ont varié de département à un autre, quand vous regardez dans le Borgou, ils ont caracolé partout dans le Borgou. Dans la Liborie, plus ou moins, ils ont tenu quand même quelques ils ont tenu quelques communes dans la Liborie. Dans les collines, ils ont également caracolé, notamment Savet, Banter, par exemple. Ils ont des scores respectables à Dassa, Savalou et Wessé. Donc, quand vous voyez ces scores qu'ils ont dans le Borgou, dans les collines, ensuite, comment ils ont géré la Liborie, vous pouvez dire qu'effectivement, ces scores sont intéressants. Après, dans la Takora, ça n'a pas été vraiment le cas. Et beaucoup plus au sud, c'est pas toujours. Donc, il faut attendre toutes les compiles. Il nous reste quand même quelques 20% dont nous n'avons pas encore, et qui sont importants parce que là, le parti FCDE est, comme on dit, en ballottage entre les 10. Donc voilà, c'est pour ça que nous préférons être très clairs pour UPBR. Ils sont, au regard des données que nous avons, ils sont nettement devant. Et il y a l'UDBN et le PRD qui tirent qui sont de l'autre côté. Et qui sont à la traîne. Disons à la traîne. Je pense qu'ils ont lâché. Ils ont lâché. Ils ne peuvent pas prétendre. Ils ne sont pas éligibles. Ils sont pas éligibles au partage des sièges. Voilà les donnes en cette soirée du lundi, le 18 mai 2020 à 20h30, 21h. Tout à fait, très bien. Avant de revenir sur la répartition des sièges, parce que depuis quelques heures, on en parle sur les réseaux sociaux, un peu partout. Avant d'y arriver, vous avez entendu parler de fraude électorale. On en vient, voilà, on croyait que bon, c'était fini. Non, écoutez, les velléités, bon, disons qu'il y a eu quelques situations, les acteurs de la société civile qui sont regroupés au niveau de la plateforme. La plateforme, ils ont fait des observations, ils ont fait des compilations d'éléments qu'ils ont rendus publics, cela vaut ce que ça vaut. Moi, je m'en fie aux institutions officiellement responsabilisées pour gérer. Et dans le cas d'espèce, moi, je pense que je ne peux pas, en qualité de consultant ou de chroniqueur, me prononcer, même en tant qu'acteur électoral, expert électoral. Je n'ai pas qualité, puisque je ne suis pas partie prenante dans l'organisation, donc je n'ai pas un rôle. Du coup, je n'ai pas envie de me prononcer sur les cas de fraude éventuelle, fraude présumée. S'il y en a, je pense que les juges, le procureur doit être saisi, le code électoral est clair en la matière. Il y a une réglementation liée au cas de fraude, et au cas de manipulation, à un certain nombre de déviances, d'infractions, d'actes qualifiés d'infractions commises durant le processus électoral. Donc, je pense que le procureur, la justice sont outillés. D'ailleurs, et particulièrement le ministre de la Justice, en votant dans le mono, selon nos équipes, a fait un tour au tribunal. Oui. Il n'est pas allé voir les bureaux de vote, il est allé au tribunal. Ce n'est pas un pour dire que non, c'est normal, c'est pour dire, oui, il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs dans le jeu, au niveau de l'organisation des élections, et la justice est un acteur, puisque il y a un droit pénal. Elle connaît d'ailleurs. Il y a un droit pénal lié aux élections, et donc c'est opportunément que le ministre a pu aller de ce côté-là. Très bien. Et je l'évoquais, la répartition des sièges, les 10%, justement, comment calculer, surtout avec cet arrêt, l'arrêt qui date déjà du 18 février, et aujourd'hui ça refait surface. Le recours formulé donc le 8 février. On revient encore aujourd'hui avec cette décision véritablement pour parler un peu des 10%. La Sénat qui explique aux partis politiques sa compréhension de ces dispositions-là. Que peut-on retenir concrètement,
voilà, que peut-on retenir concrètement des 10%, du calcul, un certain nombre de choses? Vous qui êtes expert électoral, Agapit Napoléon Baforeton. Écoutez, d'abord, reconnaître que l'article 183, si je ne me trompe, ou 184, 85. voilà, donc 183 et suivant, oui. 184, 185, 186, 187, 7, justement. De la loi 2019-043, du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cet article, parce qu'il y a beaucoup qui font recours à la loi de 2018. Je pense que nous avons eu deux codes électoraux, enfin deux lois portant code électoral en moins d'un an. Il y a la première loi qui a été critiquée et la seconde qui est issue au terme du dialogue politique. Voilà, donc cette loi, c'est la loi 2019-043 du 15 novembre 2019. Cette loi, en son article, donc en ses articles 183 et suivant, a précisé, encadré le mode de répartition des sièges. Aussi bien par arrondissement que des sièges aux partis issus des élections. Et on doit retenir simplement à ce niveau que pour être éligible, il faut avoir au moins 10% des suffrages nationaux exprimés, valablement exprimés. Des suffrages valablement exprimés au niveau national. Qu'est-ce qu'on appelle suffrage valablement exprimé au niveau national? Ça veut dire quoi? Quand vous prenez le total de nombre d'inscrits, vous devez prendre le total de nombre d'inscrits. Il faut regarder réellement qui sont ceux qui se sont déplacés ce jour. Il y a les inscrits, ça c'est potentiellement. On dit 3 millions, 5 millions de Béninois sont appelés au vote, aux urnes, 10 millions de Béninois sont appelés. Ça c'est en s'inspirant du nombre d'inscrits, des personnes qualifiées pour aller voter. Maintenant, il y a le nombre de votants, c'est ceux qui se sont déplacés effectivement pour aller, pour accomplir leur devoir civique, et donc qui ont émargé, ou bien qui ont estampillé. Donc du coup, le nombre de votants, c'est pas encore ça les suffrages exprimés. Il faut dégager du nombre de votants les bulletins nuls. Les bulletins nuls, c'est ça. Donc, il y a plusieurs qualifications de bulletins nuls. Je ne vais pas les expliquer ici, mais il faut enlever. Donc, les élections, des élections, à chaque fois, et lors du dépouillement, c'est clair, la première chose qu'on fait avant de commencer le décompte, c'est justement de s'assurer que le nombre de bulletins à l'intérieur des urnes est égal au nombre de personnes ayant émargé. Donc, nombre de votants, exactement comme nombre de votants présumés ayant émargé les feuilles de dépouillement. Donc, les feuilles de vote. Donc, déjà ça, il faut s'en assurer. Ensuite, on regarde le nombre d'inscrits, on voit les bulletins nuls, les suffrages exprimés sont clairs et on commence donc les répartitions normalement. Alors le décompte partie par partie et à la fin donc on doit dire nombre d'inscrits, nombre de votants, suffrages exprimés, bulletins nuls et on commence. Donc le suffrage valablement exprimé, c'est ceux qui ont donné leur suffrage à des partis politiques ou à des listes en présence. Actuellement, il y a 5 listes en présence. Quand vous enlevez le bulletin nul des suffrages des votants, vous aurez la liste, le nombre de ceux qui ont valablement exprimé leur suffrage. Et justement, si vous faites la somme, normalement, des 5 partis enregistrés et voilà, qui ont passé aux élections et qui ont dans une localité L, si vous faites la somme, vous devez retrouver le nombre de suffrages valablement exprimés dans cette localité. Donc, il faut d'abord avoir 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national. On doit déjà retenir ça. Donc, vous devez recueillir 10% des votes des électeurs qui ont choisi l'un des 5 partis politiques. Vous devez recueillir au niveau national au moins 10%. Pour être éligible. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas éligible. Même si vous avez gagné 90% dans un arrondissement, ou 200% même, ou 120% dans une localité, ou dans une commune, vous ne pouvez pas être éligible au partage de voix. Et c'est justement là le problème que la Cour constitutionnelle
que la Cour suprême, en qualité donc de la chambre administrative de la Cour suprême siégeant en matière électorale, donc puisque la Cour suprême connaît du contentieux lié aux élections locales, aux élections communales, donc sa chambre administrative qui siégeait en cette qualité de juge de contentieux pour ces élections-ci, a connu donc d'une requête en date en tout cas courant février. Le 8 février. Le 8 février donc. Et donc l'arrêt date de 18 février. Tout à fait. Donc 2020-01 de la grève de la Cour suprême. Voilà, en date du 18 février. Et donc a notamment sur cette qualité dit que la Sénat doit tenir compte des suffrages valablement exprimés. Même dans le partage des sièges, l'attribution des sièges, même si il y a des partis qui ont reçu ces suffrages, mais qui ne sont pas éligibles. Alors, pas 10%. Depuis lors, ça bouge. C'est une décision depuis février. Mais bon, qui opportunément, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui que ça tourne sur dans tous les sens. Oh, la Sénat en a déjà. On a déjà pris acte. Oui. La Sénat en a déjà pris acte puisqu'elle a fait une séance la dernière fois où elle a expliqué. Je pense que, je ne sais pas si vous avez les éléments à votre possession pour les jouer, pas maintenant, mais il va falloir peut-être les rejouer parce qu'il n'y a personne mieux que la Sénat en charge de proclamer les résultats pour dire ces choses. Mais bon, nous avons appris aussi à les dire, mais nous, on n'a pas l'onction officielle pour le faire, mais on va utiliser notre science. Donc, en la matière, l'article 6, donc, dont beaucoup parlent, et l'article 6, je ne sais pas si je vais le trouver rapidement, ne m'étant pas préparé à le lire. Tout à fait. L'article 6 donc, de l'arrêt du 18 février. Ouais, qui dit que la Sénat doit tenir compte des suffrages exprimés pour ne pas dévoyer le vote de l'électeur. En d'autres termes, il faudrait, lorsqu'il y a 3 partis en jeu, par exemple, lorsqu'il y a 3 partis en jeu, normalement, si on s'en tient aux dispositions du code électoral, comme les dispositions que j'ai citées tantôt, voilà. Donc l'article 6, je vais revenir un peu sur l'article 6. Donc lorsqu'on s'en tient aux dispositions du code électoral, il y a 3 partis, par exemple, d'accord, dans une circonscription grand C, ou bien XXL par exemple, une circonscription comme ça. Il y a 3 partis avec 15, par exemple 15 sièges à pouvoir, ou bien pour faire plus 5 sièges à pouvoir, d'accord? Non, 9, parce que on a au moins 9 dans le code. Donc voilà, on a peut-être 9 sièges à pouvoir, il y a 3 partis, d'accord? Le premier parti a peut-être obtenu, je ne sais pas, 5000 voix. 5000 voix. Parti A, 5000 voix. Parti B, 3000. Et parti C, 9000. Par exemple. D'accord? Alors, donc, parti A, 5000. Parti B, 3000. Parti C, 9000. Par exemple. Alors, quand vous regardez les 3, déjà, 5000, 3000, 9000. Alors, premier exercice qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà dégager. D'abord, nous ne sommes pas arrondissement. La circonscription électorale ici, c'est l'arrondissement. Tout à fait. Bien. Donc, il y a déjà un processus. Ça se fait déjà au niveau de l'article 183, mais ça, c'est la loi qui a déjà fixé ça, puisque les débuts, je pense qu'il y a un document qui a été annexé au code électoral qui a déjà fait cet exercice-là, c'est-à-dire le nombre de sièges par arrondissement. Ça, c'est l'article 183. C'est déjà réglé. Donc, du coup, un arrondissement connaît déjà, il n'y a pas de débat. Les sièges à pouvoir, les sièges à pouvoir par arrondissement sont connus. Vous prenez une ville comme, je ne sais pas, Porto-Novo, qui a 5 arrondissements. Donc, c'est 33 au total. Mais les 33, c'est au regard de chaque arrondissement. Donc, en tenant compte donc, des dispositions du code électoral sur l'article 183. Ici, maintenant, c'est de répartir les sièges. Donc, on fait d'abord quoi? Combien de votants il y a au niveau de combien d'inscrits au niveau de l'arrondissement, combien de votants, suffrages exprimés, bulletin nul. Donc bulletin nul, donc on connaît les suffrages exprimés. Alors donc il faut diviser pour avoir le quotient électoral, c'est la première opération, donc la quotient électoral, il faut diviser le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pouvoir.
faut diviser le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Alors, on s'est amusé, on a dit, bon, le suffrage valablement exprimé là, c'est 8000 plus 9000, donc ça fait 17 000. Donc, il faut le diviser par le nombre de sièges à pourvoir qui est peut-être de 5 voire de 9 sièges, par exemple. Donc, il faut diviser par 9. Vous avez le nombre. Et c'est ce quotient, le nombre de suffrages, le nombre de suffrages obtenus par chaque parti, par chaque liste, est divisé par ce quotient. Et le nombre entier reçu et obtenu est le nombre de sièges que ce parti prend d'emblée. Et dès qu'on fait l'opération sur les 3 partis, il y a maintenant la plus forte moyenne qui est, on ajoute un siège fictif et on fait le... Mais je vais avancer. Alors, dans le cas de la loi et du code électoral, il est dit quoi? Il est dit que lorsqu'une liste a la majorité absolue des suffrages exprimés, d'abord, il faut déjà régler la question des 10% au niveau national. Si les listes ont 10%, ils sont éligibles. Elles sont éligibles, c'est les différentes listes. Bon. Supposons que 2-3 partis sont éligibles. D'accord? Alors, le parti qui a plus de... qui a la majorité absolue, ou à défaut, plus de 40%. Dans le cas d'espèce, on se rend compte qu'il y a un parti qui a... Le parti C, 9 000, alors que les autres ont 5 000 et 3 000. Donc, ce parti, tout au moins, a plus de 40%. Alors que quand vous regardez le parti A, qui a 5 000, pour des suffrages exprimés de 17 000, n'a pas 40%. Donc, l'autre, il y a 40%, au moins 40%, obtient la majorité absolue des sièges à pouvoir. Donc, plus comme il y a 5 sièges à pouvoir, comme s'il y a 9 sièges là, il prend 4 plus 1 siège, ça fait 5 sièges. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, le problème qui se pose, et il faudrait que les téléspectateurs suivent un peu, c'est que à ce niveau-là, le parti qui a 9 000 voix, qui a plus de 40%, prend la moitié plus 1. Donc, il prend 5 sièges sur 9. Dans ce cas-là, il reste, alors, 3. 4. Il reste 4 sièges. Bien. Les 4 sièges sont partagés maintenant aux 3 partis, avec le système de quotient électoral. Donc, là maintenant, on va diviser 17 000 par les 4 sièges qui restent. Vous comprenez? Et on va dégager un quotient. Ce quotient-là va être appliqué aux 3 partis, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu le mécanisme. D'abord, le parti qui est plus de 40% prend d'abord la majorité absolue, et donc le reste est partagé selon le système de proportionnel avec la plus forte moyenne. Donc, ça, c'est ça. C'est un peu complexe quand on est comme ça. Mais maintenant, lorsqu'un parti, je saute là, 182, 7.2, parce que là où le problème se pose, c'est lorsqu'un parti, par exemple, qui a 40% au niveau de l'arrondissement ou de la commune, par exemple, ou plus, n'est pas qualifié, n'est pas éligible. Parce qu'il n'a pas 10% au plan national. Voilà. Donc, si le parti C, qui a 9 000 voix, dans cet arrondissement-là, n'a pas 10% de suffrages exprimés au niveau national, ce parti C ne participera pas à l'attribution des sièges, n'est pas éligible. Alors, dans l'entendement de la Sénat, c'est qu'il faut refaire le calcul. Dans l'entendement de la Cour suprême, il faut considérer les suffrages exprimés que le citoyen a valablement exprimé sur ce parti-là, même s'il n'est pas éligible pour dans le cadre d'espèces. Tout à fait. Donc, l'article 6 de la dit, dans le processus d'attribution des sièges aux listes éligibles, la Sénat tient compte de la totalité des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale continue. Totalité des suffrages exprimés. Donc, un parti qui n'est pas éligible, donc du coup, qui ne participera pas à l'attribution des sièges et qui a quand même reçu les suffrages, garde ces suffrages. Et donc, le quotient doit tenir compte de cela. C'est-à-dire que les suffrages valablement exprimés ne changent pas. Le nombre de sièges, alors, pour le quotient, il faut diviser. Il faut diviser le suffrage valablement exprimé par le nombre de sièges à pouvoir et faire la répartition. Donc, il ne s'agit pas d'un mécanisme qui permet de balayer les suffrages exprimés par l'ancien parti, par le parti qui n'est pas éligible. Mais il n'est pas non plus question de ramener le parti qui n'est pas éligible dans le partage. Exactement, cette confusion qu'on observe sur les différentes interprétations. Il n'est nullement question de ramener un parti qui n'est
pas obtenu, au moins 40% des suffrages valablement exprimés au niveau national. Ça, il faudrait que notre législateur puisse garder ça. C'est une constance et elle ne bouge pas, elle est ferme et la loi en la matière n'a pas changé. Donc, vous n'avez pas 10% au niveau national, vous ne participez pas à l'attribution des sièges. Mais vos suffrages exprimés... Mais vous ne l'avez pas et vous avez déjà des suffrages ailleurs. Vos suffrages sont là, les autres partis doivent faire. Donc, si on fait un exercice, vous vous rendrez compte que ça change. Ce n'est pas les mêmes donnes si on balayait les suffrages que si on les gardait. Et je pense que la lecture de la Cour suprême est la meilleure parce que ça permet de garder les suffrages, de respecter le vote des citoyens. Parce que justement, le requérant estime que lorsqu'on balaie les suffrages exprimés, c'est le dévoiement de l'esprit du code électoral. Exact. Et quand il dit respecter le vote du citoyen, oui, j'en vois déjà qui vont dire, mais pourtant, et pourquoi le parti de 10% empêche un parti qui gagne une commune de ne pas... Là, c'est la volonté du législateur. Tout à fait. C'est la volonté du législateur qui a fait un choix politique, qui l'a traduit en loi, et qui devient alors une loi de l'État, et qui s'exprime, qui s'impose à nous. Notre volonté s'exprime par la loi et ça s'impose à nous. C'est ça qu'on dit dans le principe Rousseau. Donc, en la matière, oui, il y a une sorte d'injustice peut-être, mais toute loi est une restriction d'une partie de notre liberté. Et dans le cas d'espèce, la loi, notre législateur fait le choix donc des grands partis. Déjà, cette affaire de prendre la majorité absolue des sièges d'abord avant la répartition, ça c'est promouvoir, et c'est le choix qu'on avait déjà fait depuis le début de la décentralisation, depuis 2002-2003, dans les premières lois. Ces choix avaient déjà été faits depuis pour que on promeuve les grands partis et avec une certaine cohésion au sein des conseils communaux municipaux. Donc, ici maintenant, on est allé plus loin. Non seulement on a gardé ce principe, mais on a fait le choix de l'envergure nationale des partis. Donc, au lieu que ce soit des partillons, des partis régionalistes, des clans, c'est le législateur préféré que ce soit des partis qui ont une qualification nationale, mais l'attribution n'est pas arrondissement. Donc, déjà, le parti doit avoir une assise nationale, mais le caractère local, le caractère communal des élections a été maintenu. Donc, voilà. Alors, donc, je me répète, il n'est nullement question de ramener dans le jeu les partis qui n'ont pas réuni au moins 10% au niveau national. Pas du tout alors. Pas du tout alors. Bon, là, vous venez vraiment de mettre fin à cette joie qui, pour certains qui estimaient qu'ils pourraient revenir. Même non, ils ne peuvent pas estimer. La lettre du code électoral est très claire et en la matière, la Cour. Et cette décision, cet arrêt qui date depuis février, qui était connu aussi bien de la Sénat que de la LCB, donc cet arrêt ne vient pas, ça ne chamboule rien. Moi, je trouve bizarre que c'est maintenant qu'il fasse le tour. C'est pourquoi je vous dis que, bon, donc, ça... Non, il ne faudrait pas que ça bouillonne, non. Il faut déjà que les partis qui n'ont pas 10% au niveau national se convainquent qu'ils doivent commencer à opérer leur mutation. En tout cas, à faire leur réflexion interne et faire les choix qu'ils jugeraient utiles et bons pour leurs militants et pour eux-mêmes. Les autres partis, c'est eux qui doivent participer à la répartition des sièges et donc en respectant les suffrages que les partis éliminés auraient obtenus dans leur localité. Très bien. J'espère que vous avez bien noté tout comme moi. Hein. C'est bien clair maintenant. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Mafori. Quand nous allons tout de même finir nos échanges par... Vous avez certainement vu cette image sur les réseaux sociaux également. Voilà, une des parlementaires qui adresse des mots pas très gais à l'endroit d'un policier républicain. Enfin, d'un policier de la République. Enfin, bon, voilà. D'un agent de la police. Voilà, en tout cas, police républicaine. Et puis oui, vous savez, parce qu'avec, on a le bloc républicain, police républicaine, donc ça peut prêter à confusion. À confusion, mais c'est vrai que nous avons la police républicaine qui est l'institution actuellement en place. Oui, tout à fait. Non, écoutez, l'image a fait le tour des réseaux sociaux, c'est bien dommage, c'est vraiment dommage que l'honorable ait pu perdre son contrôle. Ouais, la situation lui est tombée d'autant plus déçue que c'est un élu du peuple.
c'est un député de la nation. Tout à fait. Donc c'est un modèle. C'est une femme, c'est un modèle. Et ça, je pense que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Mais j'ai pu retenir sur quelques réseaux. Je connais l'honorable Sedami. J'ai pu revoir sur quelques réseaux sociaux. Beaucoup disent, mais nous t'estimons bien, mais là, vraiment, tu es allé trop loin. Vraiment, je pense aussi la même chose. Je pense que c'est une dame de qualité, une dame de valeur. Aussi très correcte, je peux le dire. Ferme, parfois, qui affirme qu'elle est toujours, elle est, comme on dit, de caractère. Hein. Elle soutient c'est bien ses arguments. Ça ne plaît pas toujours quand vous êtes une personne de poids et quand vous êtes encore une dame, c'est pas facile. Cela dit, ça ne l'oblige pas, ça ne l'engage pas, l'autorise pas à avoir cette dérive. Et moi, je salue également son humilité. Elle a pris la mesure donc, de la situation. Et j'ai lu également qu'elle présente ses excuses. Je ne l'ai pas entendu. J'espère que c'est fait. Et si ce n'est pas fait, je pense que ce serait mieux que ce soit fait ainsi. Même s'il faut le faire par écrit. En attendant peut-être que c'est pas la police ou son enquête ou ci ou ça. Mais bon, si elle estime déjà, même si elle avait raison, le fait de lever la voix sur la police en fonction n'est pas une bonne chose. Nous sommes tous des humains, nous est arrivé ici et là de péter un plomb, ici et là. Je pense qu'on ne va pas créer un rose sur le baudet, il va falloir un peu se tromper et le reconnaître, je pense. Est-ce que cela suffit pour qu'on demande sa démission? Ah non, je ne pense pas. Non. En fait, je ne suis pas moraliste. Je ne suis pas non plus la direction de son parti. Je ne suis pas. Donc je me mets à aucune place. Je ne pense la première place. Mais non, je pense que on doit apprendre à se tolérer. Le vivre ensemble, c'est aussi cela. Donc oui, c'est embêtant, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, tout le monde peut péter un plomb. On peut se réjouir que le pire ne soit pas arrivé, c'est déjà bien, il n'y a pas eu coup de feu, il n'y a pas eu, donc c'est déjà ça. 2, il faut veiller à ce que cela ne se répète, ne produise. Donc vraiment, il faut que l'honorable vraiment se contrôle, et surtout en celle lieu. Elle est une institution, elle est députée de la nation. Et donc, elle a besoin, même si on l'énerve, elle doit se pincer, se contrôler et éviter. Donc, moi, comme je dis, moi, je connais la famille et j'ai été peiné par ailleurs de constater que c'est bien. Demander sa démission, je ne pense pas que ce soit opportun. Après, je ne suis pas la direction de son parti. Mais je trouve que si elle s'excuse, s'il y a une pénalité pour elle, s'il y a un truc, bon voilà, le parti peut le lui dire, je sais pas, mais on donne toujours une seconde chance à chacun d'entre nous. Et je pense que le policier qui a été injurié publiquement, peut-être s'il reçoit les excuses, c'est l'institution police reçoit les excuses et l'accepte. J'espère qu'on peut dire on va tourner la page. Président clos et veiller à ce qu'il n'y ait plus, que ce soit ici et là. La police, nous devons la respecter. Nous avons besoin d'elle comme institution. Tout le monde en a besoin. Parfois, il y a quelques agents qui ne sont pas corrects. Comme on en a dans tous les corps. Corporation. Donc, c'est de faire un peu attention. Si un agent déborde, il faut saisir sa hiérarchie et se plaindre. Moi, je pense que voilà. Mais bon, honnêtement, c'est une situation dont on peut bien se passer. Un dimanche électoral assez tendu, tout au moins sous Covid-19. Et donc, et quelques rumeurs de fraude, c'est par là. Donc, cette situation est venue encore embrouiller. J'espère que dans quelques jours, ce serait passé et que chacun aurait reçu un peu, peut-être, en tout cas la police aurait reçu les excuses nécessaires et que cette paille serait tournée. Très bien. Merci Agapit Napoléon Maforic, consultant politique à E-Télé. Merci, vous êtes expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication également. Merci pour ces moments d'échange. En tout cas, nous y reviendrons plus amplement. Nous reviendrons sur cette actualité touchant donc au communal et municipal, puisque la date donnée par la Sénat, c'est bien le 24, mais ça pourrait être avant aussi.
J'ajouterai quand même, excusez-moi, j'ajouterai quand même que, effectivement, 24 heures après le scrutin, il faut quand même, avec du recul, avec un taux de participation avoisinant les 40%. J'ai lu la plateforme, effectivement, nous aussi, hier, nous parlions de entre 40 et 50, donc on voit 40%. Avec saluer les électeurs qui sont sortis massivement. 40%, sous Covid, c'est pas, les autres années sans Covid, on tourne de 50, 53, 55. Donc, pour le même type d'élection. Donc, il faut saluer les électeurs qui sont sortis. Il faut saluer la parfaite organisation de la Sénat, saluer peut-être la clairvoyance des institutions de la République qui ont cru et qui ont mis les moyens, le gouvernement qui a mis différents démembrements qui ont fait leur travail. Mais la Sénat qui a été magistralement sur le terrain, on l'a vu encore hier, le président et la vice-présidente un peu tourné, et leur style de communication. Je pense que c'est convivial, c'est assez plaisant. Ils restent dans les cadres de leur mission. La preuve, ils doivent sortir au conseil depuis hier. Mais ils communiquent avec les médias et ça, c'est bien. Je pense qu'ils ont bien géré les partis politiques. Bonne convivialité. Ils ont une très bonne relation avec les médias, à mon avis. C'est bien, c'est plaisant, c'est agréable, et malgré la pandémie, et donc c'est nécessaire de pouvoir les remercier. Donc, franchement, moi, je trouve que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire dans le pays. Ça paraît peut-être dans les années à venir, beaucoup verront quand même l'importance, la hauteur, ce qui a été fait, parce que c'était pas évident. Comme je vous l'ai dit il y a 2 mois, on trouvait bizarre qu'on puisse organiser les élections. Exactement. Et ailleurs, ça a été annulé. Oui. Et donc, vraiment, et que ça ait traîné au moins, en tout cas autour de 40% des électeurs, la peur de la maladie, c'est plus une maladie qui plus est, peut être mortelle, je pense que... Malgré les appels au boycott. Et justement, je ne voulais pas même évoquer ces cas de mauvaises sirènes. Donc, je trouve que, franchement, il faut saluer tout. Et ça fait partie des acquis, des bonnes expériences, des bonnes pratiques à capitaliser. Et il nous appartient également de le noter. Très bien, merci. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Et donc c'est fini, nous allons nous retrouver demain. Mais vous restez connectés bien évidemment à E-Télé, parce que E-Télé, vous savez, nous vous offrons le meilleur, le décryptage de l'actualité en temps réel. C'est par ici. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur nos canaux digitaux, c'est bien en direct. Télé Bénin, page Facebook, Télé en direct, et puis sans oublier le traditionnel Strong, tout simplement. Merci. Agréable soirée à chacun et à tous.